Bonjour Jean-Paul Clé. Tu as commencé à écrire la poésie quand? Nous sommes le 3 décembre 2021 à Strasbourg. Je suis âgé maintenant, je suis né en 1943 à Strasbourg et j'ai commencé d'écrire la poésie 68, 67, 68, les tout premiers textes. Le premier recueil est paru en 70 à Paris. J'avais donc 27 ans. Et curieusement, déjà à l'époque, nous parlions de cela l'autre jour, j'étais dans l'anti-poétique, c'est-à-dire j'essayais de faire quelque chose contre la poésie. Je ne sais pas si en Turquie, si la poésie turque connaît ce débat. Est-ce qu'en Turquie, certains poètes essayent de faire de l'anti-poésie, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la banalité, d'aller jusqu'au prosaïque, d'aller jusqu'au quotidien, pour dire ça aussi c'est encore de la poésie. Comme Hans Arp, le grand sculpteur mondialement connu qui est d'origine strasbourgeoise, lui, après-guerre, en 1920, 21, il en avait tellement marre de la guerre qu'il faisait des papiers collés. Il prenait des papiers d'emballage qu'il découpait et qu'il collait sur des surfaces. Et c'était pour lui de la peinture, c'était de l'anti-peinture, c'était de l'anti-art. Tellement ils en avaient marre de la poésie, de la culture bourgeoise. C'est très radical, eux-mêmes étaient d'ailleurs des grands bourgeois, la culture bourgeoise qui avait génocidé la moitié de l'Europe, la moitié du monde. 13, 12, 10 millions de morts, je ne sais plus les chiffres exacts de 14-18. Quand on sort de 12, 10, 8, 10 millions de morts, on ne peut plus écrire de la même façon qu'avant. Et moi, je sentais, c'était très curieux, en 68, j'avais quand même l'exemple de Jacques Prévert, ou d'autres poètes modernes, très prosaïques, que j'avais vu dans une revue de Mulhouse, la revue Le Point, que j'avais lue par hasard, et je me dis, mon Dieu, mais si ça aussi c'est de la poésie, je peux écrire ça, parce que j'en étais resté à Victor Hugo. Victor Hugo, faire des alexandrins qui riment, ça, ma sœur faisait ça un peu, mais moi je ne pouvais pas faire ça. Et l'exemple de Jean-Claude Walter de Strasbourg, que je connaissais à l'époque, qui avait publié chez Flammarion en 69, je pense, nous étions étudiants tous les deux, le sismographe appliqué, qui était un recueil tout déroutant, tout simple, comme de l'eau qui coule, avec des banalités. Il expliquait des choses très... Ça n'était tout sauf de l'emphase, sauf de l'éloquence. C'était tout sauf Claudel, c'était tout sauf Saint-Jean-Perse, c'était tout sauf Paul Valéry. D'ailleurs, nous n'avions pas les moyens de ces gens-là. Nous faisions de la poésie, non pas au rabais, mais de la poésie prosaïque. Et ça, c'est l'une des préoccupations que j'ai en ce moment. Mais j'avais quitté cet esprit-là dans une grande série qui est inédite, les poèmes à Olivier Larizza, qui est un ami très cher. Là, j'avais rejoint le lyrisme lyrique. Oui, j'ai ensuite quitté, peut-être involontairement, cet aspect très prosaïque, un peu lourd, un peu maladroit, un peu rusé de cette poésie qu'on retrouverait très loin les répétitions de Charles Péguy, c'est encore tout autre chose, et les grands textes de Francis Ponge, qui lui aussi, avec Larousse dit, Francis Ponge a quitté l'idéalisme poétique. Francis Ponge n'est plus dans l'idéalité, il te raconte un cajot de figues, tu sais, les fruits qu'on mange,
ou un cajot de pommes, il te le raconte sur 4 pages, mais c'est extraordinaire de justesse et de naïveté et de banalité. Ça rejoint aussi, il faudrait faire toute une causerie là-dessus, ça rejoint aussi le peintre, je les confonds toujours, ce n'est pas Manet mais c'est Monet, je pense que c'est Monet, qui prenait simplement une coupe de pommes, des pommes dans une coupe et qui en faisait quelque chose d'extraordinaire. Alors je ne dis pas du tout que je suis loin d'avoir réussi quelque chose, puisque le dernier texte que tu connais bien, Réa, avant de s'anéantir, j'en doute moi-même énormément. J'en doute beaucoup, puisqu'au fond il ne reste plus que ça. La poésie est un slogan. La poésie est une coupure de journal, une banalité, à la limite, non pas un crachat, mais un cri, un rien du tout. J'ai une amie qui est un grand poète, Valérie Rousseau. Son père et sa mère étaient ferrailleurs, ils ramassaient du fer et ils bricolaient, ils revendaient. Et moi, dans ce cas-là, j'avais l'impression, là, tout récemment, de ramasser n'importe quoi qui se présentait et d'en faire une espèce de récup art. Voilà, la chose, récup art. Est-ce que c'est encore de la poésie? Ce n'est pas à moi de le dire, mais quand on se trouve, et je n'y suis toujours pas sérieusement, et toi sans doute non plus, et l'ensemble des Français non plus, quand on se trouve devant l'échéance de 2050, 2060, on nous prédit l'extinction de la race humaine en 2060, 2050, 2070. Et alors, qu'est-ce qu'on peut écrire quand on est en face de ça? Qu'est-ce qui reste en face de ça? Là, il reste une paire de clés, là, il reste une table, demain matin, il reste ça. Alors, on avance, je le dis d'ailleurs dans un nouveau texte, bon, on avance un peu à l'aveuglette, comme une taupe dans un tunnel qui est un peu aveugle, les taupes ne voient pas bien, et qui avance pas à pas vers la sortie. Mais la sortie, c'est 2050. Et donc, si nous étions, je parle pour moi, chacun fait, si j'étais assez lucide, assez militant, malgré l'âge qui vient, bon, du jour au lendemain, j'arrête tout ça, qui est de la broderie, qui est des pattes de mouche, qui est de l'art, qui est de la musique, qui est du Debussy ou Ravel ou Webern, bon, de l'expression personnelle, j'arrête tout et je vais chez Greenpeace ou chez Yann Arthus Bertrand, puisque les derniers jours de l'humanité sont comptés. Mais je ne veux pas non plus l'admettre. Il y a 2 couches, le cerveau humain est fait comme ça. On nous le dit, on nous le redit, la COP 26, 26 de Glasgow récemment a totalement échoué, donc il faudrait tout arrêter, tout, et mettre l'essentiel uniquement sur le sauvetage de l'humanité. Le petit garçon hollandais qui, dans les Pays-Bas, la digue qui protège les Pays-Bas, il y avait une fissure un jour, et un petit garçon arrive et il trouve, ah mon Dieu, l'eau de mer entre. Alors vite, il met sa main dans la fissure, tu vois, pour boucher. Il tient toute la nuit et il arrive le matin, quelqu'un vient et tout le monde, au lieu de travailler sur la poésie, sur la politique régionale ou la musique ou le sport, tous les Hollandais ou les Néerlandais se mettent sur la digue parce que c'était le plus urgent et ils ont sauvé la digue. Tu sais que les Pays-Bas sont construits, elles sont à 15 mètres en dessous du niveau de la mer. Voilà où on en est, mais ça nous, peut-être que l'instinct de mort qui est au fond de chacun de nous, ça nous plaît d'attendre et de regarder, ou plutôt nous ne sommes pas une espèce organisée à réagir tout de suite. Le CAT,
les locates, tu sais, les petits animaux, locates, je ne sais pas comment ils s'appellent, des espèces de tout petits singes avec des oreilles. Ils ont toujours 2, 3, 4 qui font le guet autour du clan. Et dès qu'il y a un danger, tout le monde se... Tout le monde. Et là, nous sommes avertis, mais avertis depuis 10 ans, 15 ans, en tout cas plusieurs années, d'un péril épouvantable qui n'est jamais arrivé depuis 60 000 ans, depuis que les Africains, l'homme est né en Afrique, sur la canopée, au-dessus, la canopée, qui est au-dessus de tous les arbres, et il y a 60 000 ans, l'homme africain descend de la canopée et se répand, paraît-il, dans le monde entier. Or, depuis 60 000 ans, il n'y a jamais eu un danger aussi immédiat et aussi universel et aussi prouvé scientifiquement. Il est prouvé, moi je n'y serai plus, mais il est prouvé qu'en 2050, bon, ça sera... Voilà. L'explosion, le feu, la sécheresse. Les gens ne pourront plus dormir, ils iront... Est-ce qu'on peut dire, par exemple, dans ta poésie, oui, il y a 2 axes. Un axe anti-poésie et deuxième axe lyrique. Oui, on peut dire ça, bien sûr. Oui. Tu considères comme ça ta poésie, toute ta poésie, oui, en 2 axes? Il semblerait qu'il y ait cela, oui, je dis bien oui. Une poésie plus laborieuse, plus faite de collages, de petites choses, de remarques, d'anecdotes, notamment le premier recueil, L'été et l'éternité, chez Guy Chambellan en 1970, qui était préfacé par Claude Vigée. Bon, c'était magnifique. C'était une sorte de collage, il y avait des toutes petites choses. J'avais mis énormément de temps pour écrire ça, énormément de temps. Et quand je le relis maintenant, on voit bien que c'est un recueil de débutants. Et j'en étais au poème autour de l'amitié d'Olivier Larizza, qui lui-même est poète, écrivain, professeur, et sur qui j'ai écrit, en gros, de 2000 à 6 mois près, entre 2000 et 2010, j'ai écrit, ça paraît incompréhensible aujourd'hui, j'étais dans une période très heureuse à Aubernais, une petite maison tout seul, mes grands-parents étaient décédés, et j'écrivais tous les jours, pour lui, vers lui. Il n'a pas lu le tiers, ni le 5e, ni le 10e de cette... je pense considérer qu'il y a 10 000 pages, puisque 365 jours fois 10, nous sommes à 3600. Or, il y a des jours où il y avait 4-5 poèmes de suite. C'était... je les datais, tel jour le 15 janvier, à 8h, à 10h, à 11h, à 15h ou à 18h, de façon à avoir l'ordre chronologique. Et alors là le décollage était total. C'est-à-dire, c'était le chant du verbe chanter, le chant pur, l'élan pur, le sentiment pur. Il n'y avait plus rien d'obtenu, c'est pas à moi de dire, de fabriquer, tu sais. Là, c'est un peu, bon, je suis un peu dur, un peu bricolé, un peu entrecollé. Non, il y avait un seul élan, le poème tournait autour comme une toupie ou un oiseau, et paf, il s'arrêtait. Et 2-3 heures après, il reprenait. Et le soir, il y en avait encore un autre, et ça a duré de façon exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire un grand poème d'amour, par exemple, et d'amitié? C'est une amitié qui était inévitablement amoureuse. L'amitié, d'ailleurs, très souvent est comparée à de l'amour, à de l'affection. C'était simplement la conversation, le sentiment, l'affection, le service rendu, que de service l'un et l'autre. 40 volumes, il faut le dire aussi, ça paraît tout à fait dingue. 250 volumes, à peu près 250. 4 volumes, vous êtes à 1000. Or là, il y a 10 000 pages. Donc 10 fois 4, autour de 40 volumes. Et mon éditrice, Odarchenko, voulait sortir
malgré l'âge qu'elle a, elle voulait sortir un livre par an et presque 2 livres par an. Et moi, comme j'étais en train de continuer d'écrire, il m'était impossible de me retourner et de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai écrit hier? Et je fais dactylographier ce que j'ai écrit hier ou avant-hier, ce qui m'aurait complètement empêché de continuer dans cet élan qui a dû se terminer autour du décès de ma mère en 2010 à peu près. On peut voir les dates. Tous les dossiers sont dans le logement, année par année, et il faut terminer le classement chronologique, tel jour, et à l'intérieur de tel jour, le matin, le soir, à midi, tout est daté, et certains textes n'ont jamais été relus, évidemment, ni par moi, ni par lui. Les 9/10 de la masse, moi-même, je n'ai jamais relu, puisque j'avançais tous les jours. Je ne faisais que ça. J'avais une voiture, je descendais à Strasbourg, on prenait un café, je remontais, et 2 jours après, on se revoyait, et on se racontait, et lui n'était pas du tout contre, n'est pas du tout contre encore aujourd'hui la publication de cette masse, mais moi j'étais un peu effrayé par le fait que ça aurait pu l'emprisonner, l'emprisonner. Quel est ce jeune écrivain de 40 ou 45 ans maintenant, 45, sur lequel un homme beaucoup plus âgé a écrit 40 livres? Mais Artung, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait bien pour son équilibre à lui, tu vois? Est-ce que ça serait bien pour son équilibre à lui? Ça ne l'effrayait pas. Mais il aurait fallu, il y a une partie toute petite qui est dactylographiée, mais c'est tout minuscule, et là l'ensemble est aussi tous les jours sur autre chose, c'est très étrange. Oui. Et là je peux dire que j'ai peut-être atteint la poésie ancienne ou classique, ou le Orphée qui apparaît très souvent. Hein? Orphée, peut-être est-il, en tout cas actuellement, c'est pas le lieu, actuellement c'est le désastre. C'est une poésie du désastre et de l'anéantissement, puisque le titre en est Avant l'anéantissement. Hein? Dernier poème, oui. Je vais juste montrer le titre qui est épouvantable. Et tu vois, je n'ai même pas la mémoire exacte. Avant de s'anéantir. Voilà. Avant de s'anéantir. Quelle histoire! Bien sûr, pour qu'ils ne paraissent pas, ou qu'ils paraissent dans 5 ans, puisque je suis très mauvais sur le relationnel. Oui. Et si on revient les questions, en fait, est-ce que tu peux parler un petit peu les auteurs qui t'ont marqué? Oui, bien sûr. Il y a eu très tôt, j'en parlais tout à l'heure, Jean-Claude Walter, W-A-L-T-E-R, qui est né à Haguenau, donc il est né en Alsace, ou plutôt il est né dans le territoire de Belfort, peu importe, en 1940, c'est-à-dire moi je suis de 43 et lui est de 40. Et il a réussi du premier coup, en 68 ou 9, à publier chez Flammarion, à Paris, au Courrier, un recueil d'un inconnu qui a été tout de suite accepté par Marc Allain, A-L-I-Y-N. Et je l'évoquais tout à l'heure, ce recueil était d'une telle simplicité, d'une telle complètement désarmant, ni rimé, ni strophé, ni rien, des espèces de confidences. Il est dans son logement, il allume l'électricité, il voulait ou pas se séparer de quelqu'un, ensuite il écrit, ensuite il boit un café, et tout ça est dit d'une voix, je dirais quand même mineure, hein, ça n'a rien à voir avec les grandes choses, et cette simplicité m'avait tellement séduit que je me suis dit, tiens, moi aussi, mais après tout, on peut écrire ça. Et alors je l'avais rencontré, il était venu rue des Sœurs, il a fait ensuite un roman chez Flammarion, L'évêque musclé, qui est un très beau livre, très beau roman. Et je me souviens un jour, il me disait, moi j'étais complètement inconnu, inédit, et il me disait, ah mais vous verrez, ou il me tutoyait peut-être, ah tu verras, vous verrez, ça ira aussi, vous publierez un jour.
Et je n'imaginais pas, la vie est drôle, n'est-ce pas, à 3 ans d'écart, je n'imaginais pas, lui ne publie plus rien du tout depuis plusieurs années, il a 80 ans, il a une œuvre intéressante, mais bon, je n'imaginais pas, moi, écrivant très péniblement, relisant chaque poème des heures et des heures, enfin très longuement, je n'imaginais pas qu'un jour il y aurait voilà, 40 volumes, c'est pas possible. Il y a quelqu'un que j'aime un peu et que je connais très mal, Paul Fort, F-O-R-T, j'ai regardé dans le Larousse tout à l'heure, 1875, 1960, il a vécu âgé 88 ans, 85 ans, je crois. Et alors lui, c'était les ballades françaises. Ça m'avait impressionné. Un jour, j'ai eu en main un livre de lui, alors, des ballades par dizaines, par centaines, sur toutes les provinces de France. Je ne sais pas si c'était promené dans toutes les villes, mais c'était ahurissant de facilité, d'allégresse, de gentillesse, de bonheur, de plaisir de vivre. Et ça, c'était étrange. Mais il est totalement oublié. Il a 3 lignes dans le Larousse. Il avait été nommé prince des poètes. Prince des poètes, le titre existait, Verlaine l'avait porté, et lui l'avait porté ensuite, et je crois qu'actuellement, il n'y a plus aucun prince des poètes. Il n'y a plus. J'aurais été au courant, j'aurais été au courant aussi. Prince des poètes, ça n'existe plus. Oui. C'est-à-dire qu'au marché de Saint-Sulpice, où nous sommes allés grâce à toi et avec toi, le 20 ou 25 octobre 2021, là, tout récemment, un marché merveilleux, nous en parlerons, mais il n'y avait pas, dans tous les poètes présents, canadiens, africains, belges, suisses, français, québécois, ou je ne sais trop quoi, à ma connaissance, il n'y avait pas un grand poète populaire que tout le monde aurait reconnu, Jacques Prévert, Louis Aragon, n'est-ce pas, Pierre Segers. Ah non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est-à-dire le poète ou la poétesse qui actuellement, c'est ça le but, mais on arrive à la fin de sa vie à se dire ça, qui prendrait l'air du temps, qui attraperait l'air du temps, l'ambiance du temps, de l'époque, et en même temps qui aurait de la confidence de lui-même ou d'elle-même, et le tout dans une langue totalement nouvelle et totalement accessible. C'est-à-dire que tout le monde actuellement pourrait se reconnaître dans, on cherche le nom. Hein? Je ne sache pas que Serge Pey, je ne sache pas que Jean-Paul Michel, je ne sache pas même que Valérie Rousseau, que j'estime infiniment et qui est une amie personnelle, et je ne sache pas que Jean-Pascal Dubost, et je ne sache pas que l'une de toutes ces très belles œuvres, tiens, James Sacré aussi, qui a un langage paysan très curieux, je ne sache pas qu'ils aient attrapé 15 000, 20 000, 30 000 exemplaires. Je ne sache pas. L'un de ceux que j'aime beaucoup, Guy Goffet, n'est-ce pas, qui est un poète admirable et délicat, atteint 3 000 exemplaires, ce qui est beaucoup déjà. Est-ce que c'est pas une conséquence de notre époque? Ça veut dire c'est en fait l'époque de Jacques Prévert, c'était tout à fait une autre chose. Aujourd'hui, on vit dans une société bien consommatrice, capitaliste, esclavagiste, et la poésie, je sais pas, l'art, surtout comme on dit la poésie, qui n'a pas sa place autant que l'époque. Je pense. C'est au poète de l'apprendre. Ah oui, je suis pas sûr. Monsieur Paul Claudel.
C'est quand c'est de la poésie, c'est tout à fait un autre langage avec sa grammaire, avec son orthographe. Oui, si on ne donne pas, comme on dit, cette grammaire, cette orthographe depuis le début aux enfants, je ne sais pas quoi. Oui. Donc, s'ils n'arrivent pas, comme on dit, parler cette langage, ne comprennent pas cette langage-là, on ne peut pas les culpabiliser. C'est comme je ne connais pas japonais. Oui, est-ce que personne peut culpabiliser que je ne connais pas japonais? Non. Bien sûr, mais parce que je n'ai pas appris ça. Non, bien sûr, rien. Mais pour dire les choses, moi qui étais un ancien enseignant, encore, bon, jusqu'en 89 ou 90, je sais qu'il y a eu un effort énorme en pédagogie sur les ateliers de poésie. Il y a eu beaucoup de choses, tu dois le savoir aussi. Des ateliers d'écriture, j'en faisais à Saverne, des publications de poésie, j'en ai fait bien modestement pour mon compte à Saverne. Et au contraire, l'autre jour en télévision, un petit garçon du CM2 qui récitait du Rimbaud. Le gars était très surpris. Ah, tu sais Rimbaud? Non, la poésie, la grande poésie classique ou actuelle est quand même très enseignée. Et je pense simplement que c'est une question de force. Peut-être la poésie là n'a pas même valeur qu'à l'époque. Bien sûr, on essaie d'apprendre des choses, mais quand il sort avec ça... Mais c'était au poète de leur donner une très grande force. Le jour où M. Paul Claudel, que je connais très mal, a commencé à publier, et le jour où on a vu que c'était tellement fort, Paul Claudel, dont la sœur a été internée, qui était la maîtresse de Rodin, bon, c'est une histoire de famille, peu importe. Le jour où Paul Claudel écrivait des poèmes tellement forts, tellement puissants que ça débordait le livre, le recueil, et qu'il avait besoin de les mettre au théâtre, et qu'il a donné le soulier de satin, qu'à ma courte honte je n'ai jamais vu représenter, hein, et le soulier de satin qui durait 4 heures. À Paris on disait heureusement qu'il n'y a pas la paire, sinon ils auraient eu 8 heures de théâtre. Mais ça c'est une bêtise, une bricole. C'est un demi-dieu. Il sortait du recueil, le recueil ne suffisait pas, il lui fallait une pièce de théâtre, et la pièce de théâtre ne suffisait pas, il lui fallait 4 heures de... C'était presque Wagner en mots, tu vois. Là, il n'y a plus de problème d'éditeur. Et quand M. Marcel Proust, mon Dieu, ce chef-d'œuvre absolu, 3000 pages, il n'y a pas eu de problème d'éditeur et de traducteur, traduit aussitôt de son vivant en langue anglaise. Tout à coup, il y a quelqu'un, mais c'est de l'ordre évidemment du génie. Je pense que Jacques Prévert était génial dans le cinéma, hein, Les Enfants du Paradis et d'autres choses merveilleuses, et dans sa prose, il était, quand il le voit, assis à une terrasse de café, complètement déprimé, les joues qui pendent, et prenant un apéro, tu te dis, bon, il est dans la tristesse, mais quelle réussite! Parole à des millions d'exemplaires, alcool d'Apollinaire à 1 million d'exemplaires. Il est vrai que Apollinaire est inscrit au programme des écoles. Non, il y a des pays où le problème ne se pose pas. Monsieur Neruda, mais ça fait 40 ans que je dis ça, 45 ans avant qu'on se connaisse, Neruda n'a eu aucun problème. Le Cantos Generale, qui est immense, qu'il a écrit en 2-3 ans seulement, je crois. Bon, le jour où c'est sorti, c'était toute l'Amérique du Sud qui était là-dedans. Tout. Donc il était immédiatement diffusé dans le monde entier. Et quand Apollinaire, cette langue tellement, tu l'as peut-être vu en langue turque, traduit en turc, Apollinaire, cette langue tellement nouvelle, tellement déroutante, tellement belle, lorsqu'elle a paru, évidemment, lui était décédé déjà. C'est la force du texte. C'est la force du texte. Et comment tu écris tes poèmes? Comment, mais... Ton approche poétique? C'était uniquement l'inspiration, très longtemps, c'était uniquement l'inspiration, c'est-à-dire un déclic. Oui, attendre, très modestement, très humblement, attendre. Tout à coup, il y a un déclic. Et alors ça s'écrit, et alors il faut le corriger, le dactylographier et le donner ensuite dans un recueil. Très longtemps c'était ça, et maintenant l'attente de l'inspiration. Je pense que pour un peintre ça fait la même chose. Le peintre ça fait aussi ça. Il n'attend plus d'être inspiré, je crois, à un moment donné.
pour le texte tellement curieux et qui me trouble un peu, là, avant de s'anéantir, qui est le récit de ce voyage à Paris, toi, et puis moi, et quelques autres aussi, qui ne me satisfait pas et qui pourtant me semble nécessaire. Je n'ai pas attendu d'être inspiré, je me suis fait une commande à moi-même, n'est-ce pas? Toi qui es poète aussi, hein, en langue turque, tu t'es commandé l'autre jour un poème sur l'esclavage, ou un poème sur ton fils, qui est d'ailleurs très beau, le poème, et ensuite tu te passes une commande. Ça, je ne sais pas le faire entièrement, mais je sais que quand je commence un journal, au fond c'est un journal personnel sous forme poétique. C'est compliqué, mais chaque mot est quand même différent de la prose, et il y a une espèce de rythme, il y a une espèce de mélodie, il y a quelque chose, on ne sait pas. C'est pas à l'auteur de dire, il ne pourrait pas le dire, oui. Mais le grand désastre de ma vie, c'est évidemment la maladresse éditoriale que j'ai eue, et encore aujourd'hui, une maladresse relationnelle qui est due à une enfance très compliquée. Bon, l'un des plus grands éditeurs français me propose, il y a 3 à 4 ans, d'entrer dans une de ses collections, et je ne désirais que ça depuis des années, et j'étais tellement soufflé, et j'avais un manuscrit sur moi. Il me demande, ah, tu voudrais pas nous faire un manuscrit pour une maison, on voit bien laquelle, et j'étais tellement scié, j'avais promis ce manuscrit à un ami à Strasbourg, que non seulement je lui ai pas dit, mais j'ai un manuscrit sur moi, mais qu'ensuite j'aurais dû travailler jour et nuit, puisqu'il m'a demandé. Il m'a demandé. Alors le projet n'a jamais eu lieu, et après je leur reproche, mais j'ai rien à leur reprocher, puisqu'ils ont avancé. Il passait à Strasbourg, il s'agit de Guy Goffet, il passait à Strasbourg faire un récital de poésie, et en descendant de ça, ah, Jean-Paul Clé, alors il se rappelle, il dit, ah oui, tu voudrais pas, à Paris, André Welter, bon, tu voudrais pas nous donner un... Ah oui, bon, n'importe qui se serait mis dessus dans les 3 mois qui suivaient. Non. À la fois très désireux et très hésitant. À la fois, ah, ce n'est pas pour moi, alors que bien sûr, vu ce qu'il publie, bon, je vois bien aussi où sont les choses. Sinon, on est complètement... on serait dans une niaiserie. À un moment donné, on voit bien ce que toi-même, tu vois bien par rapport à des poètes de Turquie. Hein, tu vois bien, tu te juges toi-même. Tu sais bien ce que ça vaut, comme un produit artistique ou d'artisanat. Voilà. Donc je n'ai pour l'instant très peu d'éditeurs, très peu. Je saute d'un éditeur à l'autre. J'oublie de publier telle année. Là, j'ai des 40 livres, plus que ça. Et 2021, il n'y aura de nouveau rien. 2020, il n'y avait rien. Bon, il y avait la pandémie. 2019, le Cathédrali, oui, bon, bien sûr, le Cathédrali, qui est sans doute l'un des textes qui resterait, mais comme il n'y aura plus de postérité, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Ben, j'en pense beaucoup de bien et pas beaucoup de bien. Encore une fois, puisque je la pratique quand même un peu, je lis pas tout. Là, avec toi, on avait acheté à Saint-Sulpice, on avait acheté, oh, je ne sais pas tout montrer, j'en ai acheté une vingtaine, 15 ou 20, mais j'en ai pas ouvert encore un seul, puisque je suis occupé sur ça. La poésie actuelle ne me satisferait... Ah oui, William Cliff, on va en parler. La poésie actuelle ne me satisferait que si je trouvais exactement ce que je souhaiterais espérer écrire moi en mieux, tu vois. Il n'y a pas actuellement, je vais me faire des ennemis si jamais la vidéo circule, il n'y a pas actuellement de très grands poètes français. Le public ne connaît pas. Lydie Datas, D-A-2-T-A-S, qui est la compagne, je crois, de Christian Bobin, qui écrit des choses admirables,
n'est pas connue du grand public. Elle a fait 1 ou 2 livres seulement, chez Arfuyen Datas, D-A-2-T-A-S, Lydie. Admirable. Elle a eu un jour une chronique sur Radio Luxembourg, Europe 1, Olivier de Rinxin, était ébloui par ça. Mais alors, bon, c'est très bien, mais si elle publie très très peu, si elle a 3-4 livres, il faut aussi un continuum. Un continuum. Bon, mon ami William Cliff, C-L-I-2-F, grand poète de francophonie, d'origine belge, que j'ai accueilli à Gisors et que j'ai vu à Bruxelles et que j'ai accueilli à Strasbourg plusieurs fois. Je lui ai organisé des lectures de poésie. Oui, ça c'est très fort. C'est fort. Je ne dirais pas que c'est immense au point de vue de Saint-Jean-de-Perse, au point de vue de Nazim Hikmet, au point de vue de Senghor, au point de vue de Neruda, qui sont des poètes d'épopée. William Cliff est beaucoup plus, il a presque 80 ans, il en paraît 45, célibataire, avec des histoires très complexes. Chez Gallimard, très beau, très très beau. À peu près tous les recueils, peut-être 1 ou 2 qui sont un peu moins, d'une poésie de plus en plus traditionnelle, qui tourne autour de, maintenant presque de François Villon, la complainte, le désarroi, le désespoir, la drague aussi. Il avait eu peut-être 80 ans, il a une vie sentimentale et personnelle très difficile, mais c'est très beau. Je l'avais découvert dès le début. Raymond Queneau, qui est un immense découvreur, était chez Gallimard à Paris, et un jour en 70-11, il entre dans le bureau et dit « Ah, enfin un poète, enfin !» Il venait de recevoir le manuscrit, Cliff étant de 40, et en 70, il était encore très jeune, 28 ou 30 ans. Et alors Raymond Queneau l'a fait venir à Paris pour tester, pour voir si vraiment ça tenait. Et il a vu que ça tenait, et il l'a publié régulièrement. Voilà. Et la traduction? Pour ce qui me concerne, il y a eu très peu de choses traduites, très très peu. Je n'ai ni cherché ni encouragé. Je suis quelqu'un de très compliqué relationnellement. Un recueil entier était prêt en langue allemande de Rüdiger Fischer, édition Im Wald, c'est-à-dire en forêt. Rüdiger Fischer, du côté de Munich, par là, il est hélas décédé. Il m'envoie un manuscrit entier, 30-40 feuilles, traduit, et sans doute très bien traduit, parce que c'est un excellent traducteur. Alors effrayé, mon Dieu, c'est en langue allemande, par rapport à mon père. Effrayé, je pense que je n'ai même jamais répondu. Et un jour, chez Odarchenko, nous avons partagé la même chambre, Fischer et moi, dans la même chambre. On a dormi, il y avait 2 lits, bon, on a dormi, et ni lui ni moi ne sommes revenus là-dessus. C'était l'occasion ou jamais. Ah oui, qu'est-ce que ça devient? Ah oui, tu m'as envoyé. Ah oui, merci, bien sûr, je suis d'accord, vas-y, publie-le. Et maintenant, il est décédé, il était de 43, et c'est pendable. René Rougerie, un jour, me demande des textes. Jérôme Garcin, il faudra faire la liste des échecs, c'est fabuleux. Jérôme Garcin, Le Masque et la Plume sur France Inter. Un jour, à Librairie Kléber, avait un quart d'heure avant de prendre son train. Jean-Paul Clé, il avait fait un texte très beau sur le journal du fiancé, qui est en prose, de Recherche Midi. Ah, Jean-Paul Clé, on va prendre un café. C'est énorme. Alain Bosquet, toi qui n'as pas connu Alain Bosquet, qui était très entouré, il n'y a pas l'équivalent actuellement. Tout le monde courait après Alain Bosquet. D'origine russe, grand critique, il écrivait dans tous les journaux, il avait une poésie très intéressante, j'ai compris après pourquoi il aimait ce que je faisais. Je lui avais glissé à Paris sous sa porte un petit manuscrit, et je reçois une lettre magnifique, parlant de Jean Richepin, parlant de Jehan Rictus, les grands poètes du début du siècle ou de la fin du 19e. Avez-vous un éditeur? Mince.
tout le monde en Paris courait autour de Bosquet. Et quand j'ai vu sa poésie, je me suis dit, ah oui, maintenant je comprends pourquoi il aimait aussi ce côté prosaïque, tu vois, un peu banal. Alors, Bosquet, je le remercie et je passe sous la table. La première chose à faire, c'était d'aller le rencontrer. Il était directeur de collection chez La Découverte ou La Différence, je ne sais plus. Très puissant. C'était le plus grand critique de poésie de France. Actuellement, il n'y a plus actuellement ça. Le Monde, il fait 4 cm tous les 6 mois, tu vois, de poésie, très très peu. Il fait rien en poésie. Rien. Monique Pétillon n'est pas éditeur. Patrick Kéchichian, qui est critique, qui était maintenant, qui est à la Croix. Dites-moi lequel. Quand je parle de la traduction, Oui. à part, comme dit, d'être traduit, Oui. en général, Oui. qu'est-ce que tu penses de la traduction? Est-ce que... Je sais que pour toi, elle te semble très importante et je trouve que tu as raison. Et moi, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je devrais, sans les solliciter, je devrais me tenir au courant. Je devrais moi-même peut-être traduire en français certains grands poètes étrangers. C'est très important de Tu ne lis même pas, comme on dit, les livres traduits, je crois, n'est-ce pas? En fait, la traduction ne prend pas une place... Non, je lis d'ailleurs très peu. Toi qui connais bien cette assez grosse bibliothèque que tu as magnifiquement rangée en 3 semaines l'autre jour, j'étais très heureux. Je n'étais pas capable moi, de le faire. Parce que retrouvant chaque livre, je dis, ah mon Dieu, je n'ai pas lu ça. Et j'aurais lu pendant des semaines et je n'aurais pas pu les ranger. Bon. Alors, et là, il y a les 3/4 des livres, je ne les ai pas lus, je dois le dire. La moitié, peut-être, je n'ai pas lu. Mais quand je lis, alors là, je lis de très très près. Je prends des notes où j'écris 15 pages sur des... Ah, il y a un grand essayiste actuellement qui vit tout près de Strasbourg. Il est question qu'il y ait une lecture de lui au FEC, mais je ne sais pas s'il est au courant. Jean-Michel Maulpoix. M-A-U-L P-O-I-X, Maulpoix, chez José Corti. Mais lui-même est poète important, publié dans la collection Victor Hugo de Gallimard. Il vit à Schiltigheim ou à Bischheim depuis quelques 2-3 ans. Et il est assez, comment dire, assez déçu, assez pessimiste sur le vide, l'échec de la poésie française actuelle. C'est comme ça qu'il en parle. Non pas la misère, mais le vide ou le désarroi de cette poésie où visiblement il y a très peu de grandes poésies. Parmi les gens de ma génération, il y a Daniel Biga, qui est intéressant. Mais je ne sache pas que le très grand public connaisse Daniel Biga. Il y a encore une fois quelques-uns. J'ai expliqué quelqu'un qui soulève, voilà. Ah, comme Victor Hugo qui a pris tout son siècle et qui a fait quelque chose d'énorme. Mais c'est l'un des plus grands qui ait vécu. Et André Gide, qui le traitait d'imbécile, tu vois. André Gide disait « Ah, Victor Hugo, hélas, hélas. » Mais Gide n'a pas été poète. Hein. Oui. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Pour beaucoup de gens, oui, beaucoup. J'ai reçu un manuscrit que je n'ai toujours pas lu, le pauvre, depuis 2 mois. Un jeune homme très gentil qui était avec une amie et qui, en me remettant le manuscrit, ou plutôt en me l'envoyant 15 jours après, m'a dit « Ah, la poésie m'a sauvé la vie. » Ah bon? Mais il faut que je le lise, là. Je travaille 5, 6, 7, 8 heures par jour, mais pas de façon continue c'est souvent sur des textes à voix et j'ai expédié aucune lettre depuis que je suis ici. Nous sommes le 3 décembre 21. Je suis donc ici depuis, 10 mois, février, mars, avril, il manque juste janvier et décembre. Je suis là depuis 300 jours, mais je n'ai pas installé Internet et je n'ai pas écrit une seule lettre à partir d'ici. C'est un peu préoccupant.
Il y a toujours l'aspiration des vampirisé, passionné. Là où j'étais le plus heureux, et c'est aussi grâce à toi, c'est quand en arrivant de début février, fin janvier, début février jusqu'à juin, peut-être juin, juillet, tous les jours, j'écrivais. Et toi, tu m'as dactylographié, merci beaucoup. Toutes les semaines, tu passais et tu dactylographiais la série de poèmes, et la semaine d'après, il y en avait de nouveau 25 ou 30, et en tout, il y en a 300, et maintenant, ils sont dactylographiés là, et ils ne sont pas encore partis chez un éditeur. Alors, il ne faut pas qu'ils pleurent, tu comprends? Il ne faut pas qu'ils pleurent, il faut qu'ils arrêtent de pleurer. Mais ils s'arrangent de pleurer pour d'autres raisons. Voilà. Eh bien, c'est pas grave. Et si on revient à Saint-Sulpice, est-ce que tu peux parler un petit peu, parce que tu es une assidue de oui. cet événement depuis, je sais pas, voilà. Marché de Saint-Sulpice, tiens, on a le petit catalogue, on pourra le montrer, le 38e bis marché, 39e bis marché, 38e bis, je ne sais pas pourquoi bis, parce que l'un d'eux n'a pas réussi à cause de la pandémie dans laquelle nous sommes, il manquait encore ça. Il manquait encore ça, un psychodrame terrible. Le vaccin, bon, c'est bien. Alors, oui, j'ai assisté presque à tous, tous les marchés, notamment l'un des tout premiers où j'ai fait la criée pour Robert Morel et d'autres. Ils étaient tous enfermés dans une galerie du côté de Beaubourg, et comme les gens ne les voyaient pas, je m'étais mis, c'était il y a 40 ans, 35 ans, je m'étais mis dans le passage public et j'avais dit venez ici, il y a les plus grands poètes de France. Alors les gens sont rentrés. Voilà. Mais pour dire le très beau marché de Saint-Sulpice, là, du 2 octobre 21, était magnifique, puisque pendant 2 ans, les éditeurs étaient coupés de leur public et ils sont venus. Je n'ai jamais vu, je crois, c'est pas du tout une complaisance, pourquoi le dirais-je, j'ai jamais vu autant de beaux livres et de beaux stands et de belles éditions, dont des Fata Morgana très rares. Fata Morgana, j'en ai 2-3 qui partaient à 5 €, parce que même tu vois, même Fata Morgana, qui est l'un des grands, c'est-à-dire la fée Morgane, la fée Morgane, Fata Morgana, Bruno Roy, je crois qu'il est décédé récemment, qui est un éditeur mythologique, presque légendaire. Il y a aussi plein d'autres, et bon, c'était très beau. Quelqu'un qui serait très riche, il aurait un petit wagonnet, tu vois, avec quelqu'un qui l'aiderait, et il achèterait un petit wagon plein qu'il mettrait ensuite chez lui. Mais ce sont des livres introuvables après, qui valent assez cher, qui valent assez cher, 10 ou 15 ans après. Mais là, il faudrait être insistant et très décourageant et très déroutant, disant il n'y a peut-être plus de postérité, pourvu qu'on se trompe. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes que tu te rappelles de dernière édition de tout une rencontre marché, je sais pas, sur le marché même. Sur le marché même, oui. Sur le marché même, oui. Il y a le stand de Germain Rush, les loups bleus, le loup bleu Rush, qui est très bien, qui est alsacien d'origine et qui est lui-même un peintre et un poète et qui fait énormément de choses. J'avais vu aussi Yves Namur, qui est en Belgique important. Il y a un immense éditeur aussi. Arfuyen, Gérard Pfister, qui fait un travail de bénédictin, 25 livres par an. Il a 400 livres de sortie, dont ses propres poèmes qui sont magnifiques, qui sont très beaux. C'est un grand poète, on se voit très peu. C'est un poète important. Je ne dis pas du tout populaire, je ne dis pas populaire. Faut-il être un poète populaire? Qu'est-ce que ça veut dire, populaire? La vie des gens, les clodos. Est-ce qu'il y a un grand poète clodo qui chante la détresse des clodos? Un jour, je
connaissais pas de Jules Mougin, qui est facteur et qui est décédé, qui était un facteur postal de Jules Mougin, La mort de Petit B, 3 points. C'était un texte saisissant où un jeune enfant mourait dans des conditions épouvantables. Et le texte était tellement parlant, tellement que j'ai dû le donner à un moment donné en classe, avec ménagement, on l'a lu en classe. Ça, c'est un texte. Quand on tombe dedans, on dit qu'est-ce que c'est? Tiens, ce matin sur France Inter, un jeune poète d'origine belge, chez Verdier, qui donne un roman sous forme poétique. Un roman qui se passe en Iran ou en Perse. J'oublie son nom, mais tout le monde le retrouvera, il est très connu. Chez Verdier, je vais essayer de l'attraper. C'est très rare qu'on ait un roman entier en vers. C'est très rare. Ça existe. Si on revient le marché, en fait, c'est le marché, c'est presque unique dans son genre, parce qu'il y a des salons de livres, etc. Mais marché de poésie, ça veut dire c'est sur la poésie. Unique en Europe, n'est-ce pas? Le plus grand. Si tu peux parler un petit peu de ça, par exemple, c'est la difficulté économique de la poésie, c'est ça? Non, c'est en fait, ça sert à quoi une marché de poésie? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pourquoi on a créé? Pourquoi seulement la poésie? C'est une pure merveille, oui. C'est une pure merveille. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et de temps, il prend les 4-5 jours et il est sur place 6 heures par jour, seul ou avec l'aide de quelqu'un, et il fait une foule de contacts. Il y a des revues qui étaient là, il y a des poètes qui étaient là, il y a des éditeurs qui étaient là. Si on imagine, j'y ai pensé en rentrant dans le train, si on imagine les milliers de contacts, puisqu'il y avait des milliers de personnes qui ont fait chaque fois des dizaines et des centaines de contacts, ça fait 100 000 contacts qui jamais n'auraient eu lieu, tu vois. Et ensuite, ils continuent de correspondre, ils s'abonnent. Le Tarabuste, qui est très beau, l'un des plus beaux éditeurs actuels, c'est Tarabuste. Et oui. Tu te rappelles la création du marché? Ça veut dire comment il est devenu officiel? Alors là, évidemment, il faut saluer le fondateur qui est toujours vivant actuellement, c'est-à-dire Jean-Michel Place, P-L-A-C-E, dont le père était lui-même un immense bibliographe. La bibliographie de Place et Talbert c'est encore actuellement dans toutes les facultés de lettres françaises, puisqu'il avait des dizaines de pages. On prenait Chateaubriand et on trouvait 15 pages sur Chateaubriand en bibliographie, c'est-à-dire tous les livres publiés sur Chateaubriand, ou sur Marcel Proust, ou sur Monsieur de Balzac. C'était un travail gigantesque. Et alors lui, qui était, je crois, le fils ou le petit-fils, parce que c'était le fils, il est déjà maintenant retiré lui-même, Jean-Michel Place, qui est un très bel éditeur, architecture, cinéma, poésie, roman, peinture, édition Jean-Michel Place. C'est lui qui a fondé ce marché, donc il y a 39 ans ou 38 ans et demi. Et on se connaissait un peu de Mayence. À Mayence, sur le bord du Rhin, il y avait eu une fête à Jean Vaudaine, j'en parle aussi beaucoup, qui était un typographe merveilleux. On l'avait honoré, on l'avait célébré, et là-bas, c'était il y a 35 ans, j'avais rencontré Jean-Michel Place. Mais là non plus, je ne ferai pas l'effort d'une seule seconde de m'approcher de lui, ou de m'intéresser, ou d'essayer de l'aider, ou de l'approcher. Une très grande relationnelle, complètement... J'avais eu la chance en 70 de rencontrer Claude Vigée, qui est l'une des grandes rencontres de ma vie. Claude Vigée, qui est décédé tout récemment, à l'âge de presque 100 ans. Grand poète juif, originaire de Bischwiller, 1921, est décédé tout récemment à Paris. Nobelisable, 45 ou 50 livres, chez Flammarion, chez Gallimard, chez Grasset, grand penseur juif et grand essayiste, et son livre peut-être par lequel on pouvait l'aborder,
c'est le panier de houblon. Le panier de houblon chez Jean-Claude Lattès, toute la paysannerie juive qu'il connaissait avant 1939, il est de 21, et ensuite 36 personnes de sa famille, 35 personnes de sa famille ont été exécutées par les nazis. Lui-même a réussi à s'en tirer au dernier jour, à partir de Toulouse. Un ami l'avait prévenu, attention, vous êtes sur la liste. Ils sont partis dans les Pyrénées, comme je le dis souvent, et avec sa mère, et il a réussi, grâce à un douanier qui connaissait son oncle, à passer aux États-Unis. Il s'est installé aux États-Unis, il a fait une carrière de prof de fac, et ensuite il a été recruté à Jérusalem, à l'université hébraïque de Jérusalem, où il a terminé sa carrière. Il rentrait en Europe tous les ans, d'une grâce et d'une gentillesse et d'une écoute extraordinaire. Il écoutait tout le monde et il aidait tout le monde. Pierre-Jean Rémy, qui est un grand académicien, lui doit sa carrière. Moi-même, bien humblement, il m'a fait cette préface magnifique qui avait énormément servi, ce petit livre minuscule, 70, un livre de 40 feuilles, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais il y avait la préface de Viger, qui était magnifique. Et ensuite, pendant 5 ans, 7 ans, je n'ai plus publié. Grande négligence. Et voilà. Tu peux dire quelques mots sur les, comme on dit, ta façon d'écrire en fait. Tu as un autre type d'orthographe, un autre type de. Oui, ça, par exemple, il y a beaucoup d'italique, beaucoup de ingras, beaucoup de. Ça veut dire c'est couper les syllabes autrement, ou écrire comme on dit, et pas à la française, mais plutôt presque l'allemand, on peut dire. Toi qui es à la, si tu peux, toi qui es à la dactylographie. Certaines, oui. Avec quelle précision et quelle minutie, merci mille fois. Tu dactylographies ces textes impossibles, il y a des points carrés, sans parler de Clémenceau. Il y a des points carrés, c'est parce que vient de faire ces points carrés, parce que certaines partitions du Moyen-Âge en musique avaient des notes carrées. Je ne sais pas à quoi ça servait. Quand tu as commencé, par exemple, ça, et pourquoi et voilà. C'est venu récemment. Le premier livre n'était pas du tout là-dedans. Le petit L'été et l'éternité, que j'ai encore, n'était pas là-dedans, non. C'était 40 poèmes minuscules que j'appelais des poneys. Au lieu que c'était des poèmes, c'était des poneys, c'est des petits chevaux. Et au lieu de dire recueil de poèmes, c'était cercueil de poneys. Des petits poneys qui étaient déjà dans un cercueil. Mais bon, là, il n'y avait pas très peu de... La crucifixion alsacienne, oui, qui a été reproduite partout. Je n'ai jamais compris. Je n'ai pas touché un seul café. La crucifixion alsacienne était l'un des textes de l'été, partout, dans Le Monde, dans la revue socialiste, partout dans les anthologies de cette période-là. Jean-Paul Clé, partout, là, je me promène avec la crucifixion sur le dos, je te jure. Alors, dans la crucifixion, ça commençait peut-être, il y avait une sorte d'insistance. Certains disent que c'est un peu fou, Mathieu Jung dit que c'est un peu fou, mais la folie, c'est bien autre chose. La folie serait quelqu'un qui écrirait toute sa vie dans une chambre sans jamais sortir, ou en ne publiant jamais, ou en refusant de publier. Il y a des grands fous littéraires, mais moi, ce n'est pas du tout. C'est un peu visuel et décoratif, ou bien c'est plutôt pour la lecture? Par exemple, quand tu lis un mot qui est en gras ou italique, ou c'est pas... Une insistance. Ou en majuscule. Je veux comprendre, par exemple, quand tu écris même à la fin E italique, même. Oui, le rebondissement sur le verbe suivant. Oui, c'est ça. Oui, c'est surtout l'intonation. Oui. Une sorte d'insistance qui est des fois un peu exagérée, notamment quand je mets des traits bas sur les U partout. Ça, c'est des fois un peu curieux. C'est des fois un peu curieux, un peu baroque, un peu... Il faut dire qu'à Courtanvaux, dans le château de
Courtembault, je lisais beaucoup les livres anciens et je voyais que les typographes faisaient n'importe quoi. Les lettres de Madame de Sévigné, l'orthographe était n'importe quoi et la typographie était complètement... Les essais de Montaigne aussi sont très curieux. À l'époque, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code. Mais actuellement, je ne saurais pas dire très bien pourquoi je fais ça. Par un plaisir et une relecture. Et quand je relis, je maintiens, oui, oui, il faut. Là, surtout le carré, le carré noir. Ah oui, alors, j'ai aussi, dans ma déjà longue vie, j'ai aussi beaucoup déclamé. Ça, j'ai beaucoup déclamé, oui. Et j'ai un grand plaisir à déclamer, oui. C'est peut-être la chose que je faisais le moins mal, si je peux très humblement le dire. Oui, un jour à la librairie Kléber, j'étais tellement dans le texte, j'étais tellement monté dans le texte, c'est-à-dire oubliant totalement que c'était moi qui l'avais écrit, je m'en foutais, mais j'étais tellement dans le plaisir de monter dans chaque mot et de le dire très lentement, parce qu'il faut le lire très lentement, sinon on ne suit pas. Toute la salle, je jure sur ma vie, était non pas médusée, mais suivait complètement, avec Paul Schwartz, l'association Oui Lire, qui après coup m'avait fait dire, il n'avait jamais entendu une lecture pareille, pardon, alors qu'elle est très simple à obtenir, elle est très simple. Il faudrait que je fasse des ateliers de déclamation, ça je pourrais faire, expliquer comment, parce que très souvent le poème est massacré, y compris par des grands comédiens. Il y a des comédiens qui lisent, c'est assommant, n'est-ce pas? Ils se mettent en valeur, on sent que le grand comédien, il s'en fout du texte, mais sauf Fabrice Lucchini, n'est-ce pas, qui est extraordinaire sur les fables de La Fontaine. C'est une sorte d'hystérie, lui il le fait très bien. Il monte dans chaque mot, c'est-à-dire il est possédé par chaque mot au point de faire une espèce d'hystérie au micro. Tu vois, il explique la fable de La Fontaine au micro, mais tout le monde doit s'arrêter de parler, et alors il répète, et c'est très beau et c'est très drôle. C'est une sorte d'hystérie, oui, c'est-à-dire devenir le texte, voilà. On oublie complètement que... un texte de moi, un texte de toi ou d'Adelsen ou n'importe, on s'en fout, c'est un morceau de quelque chose qu'il faut dire. Et alors, si en le disant, on est tellement concentré dans chaque mot, et qu'on le dise très lentement, les gens suivent. Alors, ah oui, pour terminer, à la fin, les gens se lèvent, et j'avais pas du tout besoin de demander si c'était bien. Ils étaient comme dans un rêve, tu sais, quand tu sors du cinéma, avec tes enfants, mais complètement... Alors tu attends, tu as quelques secondes pour redescendre, et j'ai surtout pas demandé, j'ai compris que j'avais rarement atteint ça. Mais ça, il faut être, non pas préparé beaucoup, mais être extrêmement concentré, très concentré. On dit que Laurent Terzieff, qui est un immense diseur, Laurent Terzieff, préparait très peu, et ça je le comprends, parce qu'après on connaît trop le texte, tu vois. Il y a des gens qui préparent pendant des semaines. À Saverne, j'avais une prof de gymnastique, elle avait un atelier de poésie, mais elle les faisait préparer pendant 3 mois sur les mêmes textes. Après les gamins, non. Bon, c'était sans doute très beau. Moi je ne sais pas faire ça. Je sais juste qu'il faut être très concentré. C'est-à-dire, avant de lire, il ne faut surtout pas parler aux copains, écouter la conversation, il faut se retirer. Quand il y a une loge, tu vois, dans un théâtre, ça peut arriver. Hein. À la Maison de la Poésie à Paris, il y avait certainement une loge, je ne sais plus. J'ai juste participé collectivement, et ça fonctionnait. Maison de la Poésie, Paris, rue Rambuteau, je crois. Sur d'Adelsen. Tout le monde lisait, excuse-moi, il y en était 4, lisait rien. Et pardon, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la méthode. Au moment où je commence à accrocher, quelqu'un dans la salle dit « Ah, enfin !» Je te jure, Réa, il ne s'agit pas de vanité, je m'en fous. « Ah, enfin, il sait lire celui-là !» Quelque chose comme ça. J'étais tout près. Et je n'avais pas besoin qu'il le dise, puisque je le savais.
C'est comme un musicien. Si le musicien n'est pas concentré, violoniste ou pianiste ou le chanteur, mon Dieu, on n'est qu'un exécutant dans ce cas-là, on s'en fout, hein, mais ça devient très très extraordinaire. Actuellement, il y a un très bon diseur, Jacques Bonafé, B-O, 2-N-A-F-E, oui, O-2-N, Bonafé. Son fils aussi, d'ailleurs, fait maintenant de la diction. Lui, c'est extraordinaire. Il te prend presque l'annuaire du téléphone, ou un texte, je n'ose pas dire de qui était tout à fait secondaire, et il en fait posséder. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs normal, entrant dans chaque mot. Charles de Gaulle, ça n'a rien à voir. Charles de Gaulle, que toi tu n'as pas connu, quand il faisait un discours, encore quand on l'entend, très lentement, parlant beaucoup plus lentement que moi, on écoutait chaque mot. Même les gens âgés, il avait la méthode. Il était dedans. Et un très bon prof, quand tu en as connu aussi certainement, c'est le prof qui est possédé parce qu'il dit, mais d'être 4 heures par jour, non d'une pipe. Et là, actuellement, ils font des journées de 7 heures. J'ai quelqu'un qui est professeur à Nancy, c'est scandaleux. Scandaleux. Il a le même groupe d'étudiants, 7 heures de suite. Tu as déjà entendu ça? Les mêmes étudiants, de 8 à midi et de 14 à 17. Mais ils sont morts en sortant. Ça ne se fait pas. Oui, j'aimais beaucoup déclamer. L'église Saint-Pierre le Jeune, près des dernières nouvelles, j'ai fait un tabac. J'avais une très bonne sono. Gaston Jung, qui était comédien, m'avait dit, il faut que tu te mettes de côté. Avant de commencer, tu t'isoles 20 minutes, 15 minutes. Et tu penses à rien. Le texte. Uniquement le texte. Tu t'en fous si c'est ton texte. Et tu sors, pouf, à la première phrase. Tac. Et après, ils suivent. Et si tu démarres trop vite, et si tu parles trop vite, et si tu es vaniteux ou distrait ou indifférent, regarde. Les gens font comme ça, c'est tout, ils sont. Et tu lis tes textes ou bien tu déclames? Ça veut dire c'est une déclamation. Ça veut dire sans lire? Non, pas de mémoire, jamais. D'accord. Jamais, si c'est ça que tu veux dire. Non, je n'ai aucune mémoire, je ne pourrais pas. Moi, il me faut le texte, que ce soit moi ou d'Adelsen, excuse-moi. Oui, d'Adelsen, mon Dieu, comment pourrais-je ne pas parler d'Adelsen, que nous avons été filmés ensemble à Muttersols, du moins la soirée qu'on lui a consacrée. Immense poète, mort à 49 ans, 47 ans, et qui évidemment est totalement inconnu du grand public. Il a publié un seul livre posthume, Le Jonas, chez Gallimard, 80 feuilles. Certains vont jusqu'à dire que c'est l'un des plus grands poètes depuis 500 ans. 500 ans. La poésie française n'est pas très ancienne, tu as dû remarquer, je l'indique à un moment donné, elle n'est lisible que depuis Louise Labbé. On pense que Louise Labbé n'a jamais existé, que c'est un pseudonyme. 1400 quelque chose, mais la langue de François Villon, de Charles d'Orléans est encore lisible. Mais après, ça ne devient plus lisible. Tandis que en Iran, et peut-être en Turquie aussi, je ne sais, la langue iranienne, Iran, c'est-à-dire le persan, n'a pas bougé, me dit-on, depuis 1000 ans. Le texte persan de l'an 1000 est exactement le même qu'aujourd'hui. Donc on peut lire toutes les épopées encore aujourd'hui, mais le français, lui, a changé tout le temps. Le français de l'an 1100 ou 1200 est illisible. La chanson de Roland, qu'on enseigne encore, il faut la traduire, tu vois. La table ronde du roi Arthur, enfin je ne sais plus, Tristan et Iseut, il faut les traduire. Là où on peut se passer de traduction, c'est à partir de 1500. Donc la poésie française ne couvre que 555 ans. Alors il y aurait Jean Genet, oui c'est immense, le condamné à mort de Jean Genet. Et il faudrait que je te le procure ou que tu le lises en traduction turque, c'est à pleurer.
il était en prison, il était bon, très en amour, en amitié, disons, avec un voisin de cellule qui allait être guillotiné, le pauvre. Et il a écrit une centaine de strophes, Le condamné à mort, qui est un texte sublime, sublime. Tiens, que Jeanne Moreau et un chanteur français ont lu au théâtre récemment, il y a 3-4 ans. Il existe un enregistrement. Si tu tapes Jeanne Moreau, condamné à mort, je crois que c'était avec le nom du gars, le chanteur m'échappe. C'était très très beau, oui. Merci beaucoup Jean-Paul. Oui. Je t'en prie, et je te remercie 1000 fois pour tout. Oui, oui, oui. Oui. Voilà, le 15 juillet 2023, nous sommes encore relativement en paix et nous allons lire des poèmes, puisque c'est le souhait de Réa Junduel, nous allons lire des poèmes comme si de rien n'était. Au Festival d'Avignon, l'autre jour, un grand homme de théâtre qui a donné L'Extinction disait à tout le monde, est-ce qu'il est encore nécessaire ou utile de faire du théâtre, du cinéma, de la poésie, de la peinture, de la danse, puisqu'il est question d'extinction de l'espèce. Alors, est-ce que nous ne perdons pas du temps et de l'énergie à nous occuper de choses aussi subtiles que des poèmes? À l'âge de 80 ans, beaucoup de livres publiés, mais beaucoup trop peu, puisque les 3/4, oui, les 2/3 de la production sont encore inédites. Nous sommes à l'Abrapa de Cronenbourg, qui est une résidence pour personnes âgées, ce n'est pas une maison de retraite. Je suis ici depuis le fin janvier 21, ça fait 2 ans et demi en gros, et les 2 ans et demi se sont occupés à produire, et Réa, tu le sais bien, puisque tu as pris la peine d'en dactylographier quelques-uns, les 2 ans et demi se sont occupés à produire des centaines de nouvelles pages, 3, 4, 5 livres, il y en a un qui vient de commencer avant-hier, en prose, donc je sais faire ça, à 80 ans, ça serait malheureux. Je sais écrire un peu, mais je publie très peu et très mal. Ça, c'est un livre ancien de 88 qui est apparu chez Armand Peter à Strasbourg pour l'anniversaire de la ville. Oui, il est de 88, journal intime. Il y a aussi le journal du fiancé au Cherche Midi. Ce sont des proses ou poèmes? Ce sont surtout des proses, avec un peu, quelquefois des poèmes. Oui, tu peux nous lire un journal intime. Ça fait génial, oui. Oui, au hasard un peu. Oui, c'était sous le pseudonyme de Danson Dieu, qui était une allégresse de la maturité du mariage, comme s'il y avait un Dieu. Nous ne savons pas s'il y a un Dieu. Oui. Tout vise à la poussière, tout vise à rien, tout vise à Dieu, qui n'est rien, qui est tout. Il n'y a donc plus que lui de vrai, sinon le flou, la folie, l'universel massacre. 88. Dieu seul est plus fixe que le soleil. Très inquiétant, bien sûr. Dieu seul est plus fixe que le soleil. Nous sommes condamnés à y croire totalement. Tout le reste n'est rien, c'est-à-dire que tout le reste aussi c'est D. Il avait 3500 noms, 4800 noms dans la Bible, bravement, inexplicablement, effusivement, rougement,
absolument, musicalement, équatorialement, érotiquement, ineffablement, jusqu'au fond de la moelle, jusqu'au micron, non pas macron, jusqu'au micron, le millionième de seconde, oh, quand donc le toucherais-je du doigt, de la bouche ou du cœur, Avila, Saint-Jean de la Croix, Thérèse sous les roses, et les inouïs mystiques allemands d'autrefois, dominicaines qui rayonnaient sur la peste ou l'incendie, Dieu des framboises ou des cerises, nous te danserons, nous ne pourrons même plus parler, nous ne pourrons plus que pourrir, mourir. La langue est géniale, n'est-ce pas? Vers toi, oh, qu'il vienne vite ce temps-là de la bénie pourriture, il n'y a pas d'autre issue, Jean-Paul. De 88, j'ai beaucoup de journaux intimes, deux sont publiés, le journal du fiancé et celui-ci, et j'en ai 4, 5, 6, 7, Casablanca, Jérusalem, Boulogne-sur-Mer, Strasbourg, Paris, une fois, deux fois, je les ai dans une caisse. Je ne les ai même pas relus, quand je les termine, je les écris, et au bout de 3 mois, un peu fatigué, il faut que j'arrête. Un grand cahier Clairefontaine, je ne les ai jamais relus, je les termine et ils basculent dans le carton. Je sais qu'ils sont bons à imprimer, enfin, il suffit juste de les relire, il y a 2-3 fautes d'orthographe évidemment, c'est tout. Et je pense que ça aurait été pour le public beaucoup plus ouvert que la poésie qui est quelque chose de très fermé. La poésie est quelque chose de très très fermé. Ce livre auquel je tiens beaucoup, qui devait être le premier d'une série de 10 ou de 20, puisque autour d'Olivier Larisa, il y a 10 000 poèmes en 10 ans. J'écrivais tous les jours, et même plusieurs poèmes par jour, ce qui est incompréhensible. Je ne sais pas s'il y a peut-être eu d'autres exemples. Bon, il est question d'une dizaine de volumes, plus que ça, 500 pages le volume. Celui-ci date de 2011, et Odarchenko, qui vit toujours, l'éditrice si courageuse des Vanneaux, qui a aussi donné ce petit livre, qui n'est pas si facile à trouver, le 018, Mathieu Jung, et donc l'éditrice des Vanneaux voulait faire toute une série de cahiers, mais le secrétariat n'a pas suivi, je n'ai pas réussi à dactylographier les autres poèmes. Et encore une fois, il y en a 10 000, et personne ne les a relus. Évidemment, Olivier ne les connaît pas, et moi je ne les ai jamais relus. Il y en a jusqu'au genou à peu près. Quand Odarchenko était venu chez nous, ma mère vivait encore, j'avais montré la pile, et il y avait à peu près jusqu'au genou, depuis en gros 2000 jusqu'à 2010 à peu près, ou, ouais, 2008-2010, et comme il y en avait un par jour, 2 par jour, 3 par jour, j'ai essayé de les classer par semaine ou par, oui, des dossiers, oui. Avril 7, ah oui, avril 2007. Comment est-ce possible? Je n'avais pas du tout souvenir d'avoir conscience déjà en avril 2007 de réchauffement climatique, puisque c'est le titre, j'en lis juste le début, très désolant, très difficile, très détruisant, très dépressif, très... que faire? La petite jeune suédoise qui maintenant a une vingtaine d'années, Greta, j'oublie son nom, est désespérée, puisque les gouvernements ne bougent pas. Réchauffement climatique, j'en lis 15 lignes, même pas. Le sec est revenu à ciel. Jamais en avril on a eu
chaleur comme ça, les nuages ont l'air de beurre fondu et tout le logis attend déjà l'air du soir. On serait en juillet, ça ne m'étonnerait pas. Que va faire le sec? Il s'étendra ici et là, grignotera les montagnes enneigées. La banquise va s'effondrer, l'ours blanc disparaîtra et les déserts s'avanceront-ils, ensableront nos rivières. Pauvres gens, vont-ils se retrouver marteaux, sardines, dans des cagibis remplis de sable fin? Nul ne croit que l'humanité s'en sortira. Christine Lagarde, qui n'est pas non plus en odeur de sainteté, présidente de la Banque Centrale Européenne, disait l'autre jour: nous avons juste une fenêtre d'opportunité, chronologiquement, statistiquement, nous pourrions juste encore faire quelque chose. Sinon, dit-elle, banquière mondiale, archi corrompue, la pauvre, sinon, dit-elle, nous finirons rôtis comme des brickfest, grillés. Les mots étaient presque vulgaires, mais ça n'a pas bougé. Le président actuel de la France vient de déclarer qu'il a fait un contrat d'amitié avec l'Inde. Il a 25 ans d'amitié devant lui avec l'Inde. Donc il n'y aura jamais de guerre, puisque c'est lui qui déclare avec certitude que l'Inde, 1,4 milliard habitants, n'est-ce pas? 1,4 milliard. Comment est-ce qu'on peut gérer 1,4 milliard habitants alors qu'on a du mal à se gérer soi-même? Voilà. L'un des tout premiers, c'est Olivier qui avait dactylographié, et je crois que c'est lui qui avait choisi. Oui. Ces poèmes qui datent, ce cahier date de 2011, chez Odarchenko Les Vanneaux. La Rizza, vivement glissée dans le cœur de l'ami, cela fait désormais 7 années qu'à Strasbourg, à l'octobre 2000, je l'ai remarqué, choisi, préféré à toute chose d'avant lui. Et tant de douceur m'est de lui advenu qu'indiciblement c'est trop d'amitié d'azur. Je me suis, grâce à lui, grandement rattrapé d'une vie topinambour vermoulu. Avant lui, je n'éprouvais quasi rien qui ne m'aille vraiment droit au cœur. À présent, il m'a dans sa bonne main. Il me maintienne vivant et debout, l'éternel adolescent, l'homme fée qu'on n'espérait plus, l'adorable roi d'Italie, le marquis d'Allégresse, l'oiseau miraculeux qui très doucement devenir me fit ce que je suis, l'angelot vif argent qu'à la fin la destinée doit donner au sol d'ici, et aussi folle contrée qu'admirable il ouvrit, ama,
pauvre vue. Il y a 10 000 pages de ce, pas toutes, oui, le plus souvent consacré à lui. Très joli, pardonnez-moi, très joli petit livre peut-être. J'ai eu beaucoup de chance, c'était parti sur une idée. Olivier, un jour devant moi, dit à Mathieu Jung, tiens, tu pourrais peut-être faire une monographie, puisque le poète arrivait vers la 80e année, c'était un peu avant. En général, on fait un retracé. La série Poète d'aujourd'hui chez Segers, c'était magnifique, elle comptait 150 volumes, Claude Vigée et d'autres, n'est-ce pas? Et ce petit livre est donc un bijou de finesse, de subtilité, les photos de famille, toute la complexité. Mon père qui est décédé au Struthof le 18 avril 1944, que j'ai vu un quart d'heure dans la prison de Fresnes, un quart d'heure, n'est-ce pas? Tu avais quel âge? Ben, je suis du 5 juin 43, et c'était en octobre, j'avais quelques mois. Et je sais que ma sœur était beaucoup plus âgée, elle avait 18 mois de plus. Elle est allée derrière le grillage du parloir et elle a grimpé sur ses genoux. Elle a pu, étant du 1er septembre 1941, il a été arrêté en mai 1943, donc du 2 septembre 1941 tout 42 et une grande partie de 1943, les années sont déterminantes pour les premières années avec les parents et les enfants. Elle a pu en bénéficier plus, bien sûr plus que moi, puisque je l'ai vu, encore une fois, un quart d'heure. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des poèmes dedans? Non. Si, il y a des choses. Alors, tiens, tu n'as pas lu ce petit livre, non? Quel petit livre? Je ne l'ai pas. Si, tu l'as peut-être? Oui. Non, je n'ai pas celui. Je ne sais plus. Ça, c'est mon cher Olivier, avec son frère, et Armand Peter, qui est l'éditeur de BF. Tous les trésors d'une vie qui a été très très chahutée. Tiens, voilà Cécile Lodarchenko, qui est l'éditrice. Elle est extraordinaire. D'origine ukrainienne, elle a 88 ans maintenant. C'est une grande éditrice de la poésie en France et un très bel écrivain. Elle fait de l'autobiographie. Elle fait de l'autobiographie. Oui. Là, j'étais juste revenu, mais c'est très délicat. Jung est très attachant. Il fait des analyses très pénétrantes, mais il ne sait pas tout non plus, bien sûr, au sujet de ma mère, notamment. Mais ça, bon, c'est éveillé par Dadelsen. Faut-il revenir à 80 ans sur les maîtres qui m'auront formé, je peux dire ça comme ça? Oui. Oui. On peut terminer par ceci, hein, peut-être. Éveillé par Dadelsen. Jean-Paul de Dadelsen, 1913-1957, ami d'Albert Camus, de Denis de Rougemont, de Jacques Brenner, l'un des plus grands poètes français depuis 400 ans, d'après les connaisseurs. Hein. Le Jonas, je vous conseille beaucoup, Jonas chez Gallimard, Dadelsen, dans la grande collection de Victor Hugo et de Rimbaud, de Verlaine. Nulle autre poésie que la tienne n'a compté. J'avais 23 ans, les mêmes prénoms, Jean-Paul. La revue Saison d'Alsace découvrit à mes yeux ton génie. J'ai tourné autour du Jonas à très petits pas, n'osant le lire entièrement,
de peur qu'il m'influençât et qu'à l'époque j'étais sacrément coincé, lisant fort peu, j'avais encore l'œil petit de l'enfant qui déchiffre pas à pas. Et aujourd'hui encore, je lis lentement dans le journal, je souligne. Je ne peux pas dévorer des dizaines de pages, je n'ai jamais pu survoler, dévorer. Ô divine bonté, la voix du Jonas m'a infiltré, je le fis connaître partout qu'il y avait lueur de poésie. La hauteur et la variété sont les signes du génie, et ce ton qui permet à cet homme-là de tout nous raconter, le sublime c'était grand élan vers le ciel, mais le grossier parfois montrait aussi son oreille là-dedans, comme à la bergerie l'on devine qu'un loup enfariné s'est mêlé au troupeau. Je n'ai lu le Jonas tout entier que longtemps après. Il m'avait suffi d'une page ou deux, aperçue dans la revue de Fischer. Dieu, quel trésor fusait là! Mes oreilles éblouies se plongeaient dans cet accent inouï. Longuement il m'a marqué, puis un beau jour j'ai trouvé, semble-t-il, mon propre puits, la fontaine fit dans ma vie l'éclaircie que nul n'espérait, la profondeur, la frénésie, le mille fois torsadé, l'ondoyante chevelure d'Orphée. Mille grâces te soient rendues, Jean-Paul de Dadelsen. Il se peut que sans toi, je n'eusse pas existé. Merci beaucoup, Jean-Paul. Oui.